Dans le cadre des journées d'études de sociologie des Masters 2 de l'Université de Limoges, nous avons eu l'occasion d'enregistrer certaines communications. Il s'agit pour les étudiantes et étudiants de sociologie des universités de Tours, de Poitiers et de Limoges de venir présenter leur mémoire. Aujourd'hui, nous vous partageons l'intervention de Léna Batti, intitulée « Servir en bout de chaîne d'un travail logistique, étude d'un drive en grande distribution », qui s'appuie sur son mémoire dirigé par Martin Thibault. Elle s'intéresse particulièrement à la sociologie du travail, des organisations et aux formes de résistance qui peuvent s'y développer. Après sa présentation d'environ 20 minutes, des questions lui ont été posées. Nous les avons réenregistrées, parfois en les raccourcissant et en les modifiant, pour les rendre plus dynamiques. Bonne écoute! Rebonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de ma recherche de M2 qui porte sur un drive de grande distribution alimentaire. Avant cela, j'avais déjà travaillé en M1 sur les conditions de travail, ce qui m'a conduite à approfondir cette enquête dans le cadre de ce mémoire. Tout d'abord, le drive de la grande distribution, c'est un dispositif qui permet aux clients de commander leurs courses en ligne et de venir les récupérer directement sur un point de retrait. Ce format s'est fortement développé ces dernières années avec notamment l'essor du commerce en ligne. Aujourd'hui, la grande distribution compte plusieurs milliers de drives en France sous différentes formes. Drive accolé au magasin, entrepôt solo ou encore drive piéton. En 2025, ce service représente 8% du chiffre d'affaires de la grande distribution, soit 2 fois plus qu'il y a 10 ans, et son chiffre d'affaires a plus que doublé depuis 2016. Le développement du drive s'inscrit plus largement dans une transformation des modes d'organisation du travail. Derrière la promesse d'un service rapide, simple et efficace pour le client, se déploie en réalité une chaîne de travail fortement structurée où chaque opération est pensée pour optimiser et réduire les délais d'exécution. Ma recherche porte plus précisément sur la relation de service qui se joue au bout de cette chaîne de travail. Malgré l'ampleur économique que prend ce service dans le secteur de la grande distribution, le drive reste relativement peu étudié en sociologie. Pourtant, il se situe à l'articulation de 2 univers de travail déjà très bien documentés. D'un côté, les recherches sur la relation de service, notamment sur les caissières et les employés de rayon, ont mis en évidence les injonctions liées à la présentation de soi, au contrôle des émotions et à l'encadrement étroit de la relation avec les clients. De l'autre, les travaux sur la logistique et le travail en entrepôt ont montré des formes d'intensification du travail liées à la rationalisation des organisations, à la standardisation des tâches ou encore au contrôle des performances par des dispositifs numériques. Le drive occupe ainsi une position intermédiaire entre ces 2 espaces professionnels. Cette position, elle permet aussi d'éclairer les frontières entre travail ouvrier et travail employé, ainsi que les formes contemporaines d'ouvriérisation des services. En effet, les salariés du drive sont généralement classés comme employés, alors même que leurs conditions de travail présentent plusieurs caractéristiques classiques du travail ouvrier. Port de charges lourdes, station debout prolongée, déplacements importants au cours de la journée ou encore contrôle étroit de l'activité à partir du terminal porté au poignet qui mesure en permanence les termes d'exécution. Ma recherche se propose d'analyser le travail au drive, qui est avant tout un travail logistique de préparation des commandes, qui se conjugue à un travail d'interaction avec le client au moment de remettre les courses. Et cette articulation, elle m'a conduite à me demander comment l'impératif logistique et la figure centrale du client redéfinissent les conditions de l'interaction et le contrôle des salariés au drive. Quelles sont les formes de contrôle et d'engagement qui en découlent ? On peut d'abord faire l'hypothèse que les interactions avec les clients, bien que brèves et standardisées, participent pleinement aux contraintes du travail, notamment sous l'effet de la pression temporelle et des dispositifs d'évaluation de la satisfaction client. Ensuite, le travail au drive mobilise des formes de travail émotionnel puisque les salariés doivent ajuster leurs attitudes aux attentes de l'entreprise et des clients. Enfin, les salariés entretiennent des rapports différenciés à la relation de service. Certains la vivent comme une contrainte supplémentaire, tandis que d'autres y voient une manière de rompre avec la monotonie du travail logistique. Ma recherche repose sur une enquête ethnographique dans un drive d'un hypermarché qui emploie environ 250 salariés. Mon corpus repose d'abord sur des observations participantes. Afin de systématiser la collecte des données, j'ai construit 2 grilles d'observation, l'une portant sur les interactions avec les clients lors de la livraison au drive et l'autre sur les interactions en magasin. Cette méthode, elle me permet à la fois de quantifier certaines occurrences et de visualiser des tendances. Les observations me permettent aussi de documenter des situations singulières en rendant compte de leur contexte et de leur déroulement.
En complément, je mène des entretiens semi-directifs avec des salariés du Drive afin d'analyser leur trajectoire, leur pratique de travail et leur manière de donner du sens à leur activité. Enfin, des échanges informels recueillis au quotidien viennent aussi compléter l'enquête en donnant accès à des expériences plus spontanées du travail. Ma communication, elle part d'un constat qui se dégage de mon mémoire, la centralité du client dans le travail au Drive. Le client constitue d'abord un outil de contrôle du travail des salariés à travers divers dispositifs comme les avis et les notes. Et cette centralité, elle est aussi visible dans les discours managériaux. Pour chaque tâche, le but est de satisfaire le client à tout prix. Et cela induit des normes professionnelles parfois difficilement conciliables. Par ailleurs, si la majorité des interactions se déroulent sans difficulté et que les clients se montrent souvent compréhensifs et polis, comme on peut le voir sur mes notes de terrain, certaines situations de tension marquent davantage les salariés et constituent une dimension contraignante de leur travail. C'est à partir de cela que la communication interroge la relation des drivers à cette figure centrale du client. Nous verrons comment les salariés se préparent aux interactions avec les clients et de quelle façon ils se défendent des contraintes liées à ce travail relationnel. Dans un premier temps, j'aborderai la manière dont les salariés perçoivent concrètement cette relation de service en montrant qu'ils développent des catégories indigènes pour gérer les clients. J'évoquerai 3 catégories, le client pressé, le client du vendredi soir et le client dévalorisateur. Enfin, je m'intéresserai aux manières de faire face aux contraintes de la relation de service en analysant les formes d'adaptation et de résistance développées par les salariés. Prendre de la distance, confronter le client ou la hiérarchie et faire avec. Aurélie Janté a montré que la relation de service possède une dimension temporelle. Elle dépasse le seul moment de l'échange avec le client et s'inscrit dans des formes d'apprentissage progressif, dans des routines, mais aussi dans l'imprévisibilité des situations rencontrées. Les salariés accumulent ainsi des expériences, apprennent à anticiper certains comportements et développent progressivement des savoir-faire relationnels permettant de gérer les tensions et de fluidifier les échanges. Sur mon terrain, ces catégories prennent aussi sens au regard du recrutement majoritairement populaire des salariés rencontrés. Cette proximité sociale, mais aussi parfois ce décalage avec certains clients, participent aux manières de les catégoriser et de parler d'eux entre collègues. Ces catégorisations quotidiennes prennent souvent des formes humoristiques ou vulgaires et constituent des ressources pratiques dans le travail. Les salariés parlent par exemple du client chiant, de la salope, du rat, de la vieille ou encore du gros con. Et ces usages de l'humour et de la moquerie peuvent aussi être compris comme des formes de mise à distance du rôle professionnel. Dans une perspective interactionniste, notamment chez Erving Goffman, cette distance au rôle permet aux salariés de garder une certaine prise sur leur travail et de se protéger des contraintes relationnelles imposées par le service. Donc en entretien, plusieurs enquêtés parlent du client pressé. Mathis, qui est employé en CDI à temps plein depuis plus de 6 ans, décrit ses interactions dans le magasin et sur les quais de livraison où il n'y a pas de bonjour et où le salarié est interpellé de manière brusque. Alors les salariés doivent gérer ces interactions asymétriques où les règles de politesse ne sont pas toujours respectées. Dans son cas, Mathis a décidé de ne pas forcer le bonjour quand un client ne lui répond pas. Son attitude semble liée à son ancienneté dans l'emploi et son statut à temps plein. Après plusieurs années passées à gérer quotidiennement des interactions rapides, sans formule de politesse de la part des clients, il préfère laisser passer ces situations plutôt que d'insister car il me dit en entretien que ça le met mal à l'aise de forcer au prix du client. On retrouve ici une forme de travail émotionnel qui désigne le fait de devoir maîtriser, modifier ou mettre en scène ses émotions afin de répondre aux attentes de l'organisation et des clients. Initialement développé par Harley Hochschild pour analyser des professions féminisées de service, cette notion permet de comprendre comment les employés du Drive continuent d'adopter une posture professionnelle malgré des interactions vécues comme désagréables. Ils doivent alors rester disponibles et accessibles en permanence et apparaissent avant tout comme une ressource immédiatement mobilisable au service du client. Cette première figure montre ainsi comment les salariés doivent continuellement ajuster leurs émotions et leurs comportements face aux interruptions et aux interactions rapides. Mais certaines situations vont encore plus loin lorsque les salariés deviennent directement les récepteurs des frustrations des clients. Un autre type de client revient en entretien, c'est celui du vendredi soir. Les employés décrivent ce moment durant lequel ils deviennent les récepteurs du mécontentement des clients. Ces créneaux de fermeture du vendredi et du samedi soir sont d'ailleurs souvent assurés par des salariés étudiants, plus fréquemment affectés à ces horaires. Nina, qui est une ancienne salariée en contrat étudiant, explique que les tensions avec les clients font partie du quotidien et qu'elle a appris à les relativiser. Par ailleurs, elle décrit avoir le sentiment d'être utilisée comme un défouloir, en particulier les vendredis soirs qu'elle décrit comme un moment horrible, où les tensions augmentent. Elle dit « t'es leur défouloir parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de répercussions derrière ».
Et cette situation, elle rappelle ce qu'Aurélie Janté appelle la dimension servicielle du travail, c'est-à-dire la manière dont la relation de service peut devenir un rapport de domination dans lequel le client dispose d'un pouvoir important sur le salarié. Parce qu'ils occupent une position subordonnée et doivent conserver une attitude professionnelle, les salariés constituent des cibles relativement sans risque pour les clients mécontents. Nina souligne aussi que certains clients réclament un supérieur hiérarchique quand la situation dégénère et s'emporte pour des problèmes parfois mineurs. Ici, la relation de service apparaît comme un rapport asymétrique dans lequel les salariés doivent souvent gérer les frustrations des clients. Mais au-delà de ces conflits directs et visibles, les interactions peuvent aussi prendre des formes de jugement et de dévalorisation du travail. En effet, les salariés sont également confrontés à des discours ou des attitudes plus diffuses de dévalorisation symbolique de leur travail. Dimitri, qui est employé en contrat étudiant depuis 2 ans, raconte ainsi avoir entendu des parents présenter le travail du drive comme un contre-exemple à ne pas suivre pour leurs enfants. Même si Dimitri explique prendre de la distance parce qu'il est étudiant et ne se projette pas durablement dans cet emploi, il s'interroge sur les effets de ces discours pour les salariés en CDI qui exercent ce travail à temps plein. Ces interactions rappellent que les salariés des métiers de service sont exposés au regard du client. Ceux-ci ne jugent pas uniquement la qualité du service rendu, ils produisent aussi des représentations du travail et de ceux qui l'exercent. Son discours montre ainsi que la dévalorisation ne provient pas nécessairement du travail lui-même, mais du regard porté sur les emplois d'exécution. Et les interactions avec les clients deviennent alors un lieu où se jouent des hiérarchies et des rapports de domination symboliques. Finalement, cette gestion des émotions constitue une dimension importante, mais largement invisible, du travail. Elle participe à l'usure quotidienne des salariés, d'autant plus qu'elle s'ajoute aux contraintes physiques et organisationnelles déjà présentes. Ces catégories constituent donc des ressources pratiques pour les salariés. Elles leur permettent d'anticiper certaines situations, de rendre les interactions plus prévisibles et de se préparer aux clients et à leur comportement. Face à ces situations que nous venons d'évoquer et face aux contraintes de ce travail d'interaction, les salariés développent différentes stratégies. On retrouve ici 3 types de réactions: prendre de la distance, confronter ou faire avec, voire adhérer, ce qui se rapproche des modèles développés par Albert Hirschman, Exit, Voice, Loyalty. Il ne s'agit pas ici de pratiques distinctes, les salariés pouvant user de plusieurs réactions face aux contraintes du travail. L'objectif sera donc de montrer comment ces différentes formes d'adaptation se combinent dans les pratiques quotidiennes des employés et comment certaines pratiques dépendent de dispositions et de la position des salariés. Certains salariés cherchent à se protéger en se désengageant partiellement du travail ou en déléguant les situations problématiques à l'encadrement. Dimitri explique ainsi qu'il préfère rapidement se tourner vers un responsable lorsqu'une situation devient conflictuelle. Il délaisse. Cette attitude traduit une volonté de ne pas endosser seul la responsabilité des dysfonctionnements ou du mécontentement des clients. Il reconnaît d'ailleurs que les clients expriment souvent leur colère envers des salariés qui ne sont pas directement responsables du problème rencontré. En renvoyant la situation vers le responsable, il cherche donc à se protéger et à limiter son implication dans le conflit. Il refuse ici d'assumer des problèmes qui relèvent selon lui de l'organisation ou de la hiérarchie. Et le recours au responsable fonctionne alors comme une forme de protection face à la charge relationnelle du travail. Cette mise à distance des conflits peut également prendre une forme plus générale de détachement vis-à-vis de l'emploi lui-même. Plusieurs salariés, notamment des étudiants, expliquent parvenir à supporter les contraintes du travail grâce à ce détachement. Nina insiste ainsi sur le fait qu'elle sait que c'est temporaire et qu'il y aura une fin. Ce rapport au travail apparaît ici étroitement lié aux trajectoires sociales et professionnelles des salariés. Nina souligne explicitement que cette distance est facilitée par sa situation d'étudiante. Parce qu'elle envisage cet emploi comme temporaire et qu'elle se projette vers d'autres possibilités professionnelles, les difficultés rencontrées au travail lui paraissent plus supportables. Leur statut est ici une ressource, car n'ayant pas d'engagement à long terme envers l'entreprise, Nina et Dimitri peuvent se permettre l'exit plus facilement que les 35 heures qui peuvent craindre des répercussions notamment économiques. Renaud Saint-Saulieu, dans l'identité au travail, il a montré une culture de retrait en particulier pour ces salariés qui se savent de passage. Et la mise à distance, cette mise à distance constitue donc une première manière de faire face aux contraintes du travail relationnel. Mais tous les salariés ne choisissent pas le retrait. Certains cherchent au contraire à réaffirmer certaines limites dans l'interaction et à défendre des formes de respect. En effet, plusieurs drivers expriment des formes de résistance plus directes. Ces formes de contestation, de négociation restent généralement limitées et situées, mais elles traduisent néanmoins une volonté de défendre certaines normes de respect ou certaines conceptions du travail bien fait. Cette prise de parole peut s'adresser aussi bien aux clients qu'à la hiérarchie.
Avec le temps, certains expliquent devenir moins tolérants face aux comportements jugés respectueux des clients. Nina raconte ainsi avoir progressivement cessé d'accepter certaines formes d'impolitesse. Elle exigeait par exemple un bonjour et un merci systématiquement et était prête à confronter le client. Le fait de savoir qu'elle allait quitter l'entreprise semble ici jouer un rôle important. Elle décrit une forme de saturation progressive face aux interactions répétées avec des clients impolis. Ces réactions constituent des petites formes de résistance ordinaire visant à rétablir une réciprocité dans la relation. Ces formes de confrontation ne concernent pas uniquement les clients et peuvent également viser l'organisation du travail ou la hiérarchie. Alexis, qui est un ancien employé à temps plein pendant plus de 2 ans, lui conteste la logique du client roi et décrit ainsi son agacement face à une gestion des conflits qu'il juge défavorable aux salariés. À travers son échange avec le responsable qu'il me raconte, apparaît une tension des métiers de service qui est que la priorité accordée à la satisfaction du client tend à invisibiliser le point de vue des salariés. Alexis critique une organisation dans laquelle les réclamations des clients semblent systématiquement considérées comme légitimes. La réponse du responsable illustre également une logique managériale centrée sur la responsabilisation individuelle des salariés. Son regard critique paraît étroitement lié à sa trajectoire dans l'entreprise. Après plus de 2 ans de travail au Drive, il a été déclaré inapte par la médecine du travail à la suite d'une hernie discale et d'un arrêt prolongé. Cette expérience a contribué à renforcer sa critique des conditions de travail, de la place accordée aux clients et plus largement de la manière dont les salariés se sentent peu soutenus face aux difficultés rencontrées dans leur activité quotidienne. Finalement, ces formes de confrontation, elles sont souvent limitées mais significatives puisqu'elles ne traduisent pas nécessairement une remise en cause globale de l'organisation du travail, mais visent plutôt à rétablir des formes minimales de réciprocité, de respect dans les interactions quotidiennes. Et ce sont davantage des employés qui envisagent de partir, comme Nina et Alexis, qui témoignent de ces pratiques de confrontation puisque cela comporte un risque. En effet, leurs critiques se heurtent souvent à une organisation qui valorise avant tout la satisfaction du client et la responsabilisation des employés. Cependant, d'autres salariés adoptent un rapport différent au client en cherchant davantage à composer avec ses contraintes, voire à trouver dans la relation de service une source d'intérêt au travail. Parfois, ils cherchent plutôt à investir positivement certaines interactions avec les clients et cette attitude ne signifie pas nécessairement une adhésion complète à l'organisation du travail, mais plutôt une manière de rendre l'activité plus acceptable ou plus intéressante au quotidien. Dimitri, qui, rappelons-le, est en contrat étudiant, à temps partiel, explique qu'il préfère parfois aller dans le sens du client pour mettre fin à la confrontation. Il ne cherche pas nécessairement à convaincre le client, mais plutôt à limiter la durée et l'intensité du conflit. Les gestes commerciaux servent alors à calmer rapidement la situation, à préserver la fluidité du service et à ne pas perdre un client. Le travail relationnel consiste ici à gérer les émotions du client autant que le problème lui-même. Les salariés développent ainsi des savoir-faire relationnels visant à désamorcer les tensions rapidement. Puis, il y a des salariés, souvent en contrat à temps plein et dans l'entreprise depuis plusieurs années, qui valorisent la figure du client et trouvent du sens dans la relation au client et s'y investissent car elles distinguent leur travail d'une activité strictement logistique. C'est le cas de Victor. Lui, il est en CDI à temps plein depuis plus de 7 ans et il est délégué syndical du Drive. Le contact avec les clients permet ici, selon lui, de rompre l'isolement et la répétitivité des tâches. Cette relation au client peut alors constituer une ressource symbolique permettant de donner davantage de sens à l'activité et valoriser certaines compétences relationnelles. En entretien, il m'explique qu'il a passé un bac professionnel métier de l'accueil, puis a commencé un BTS négociation et digitalisation de la relation client avant d'entrer au Drive. Il considère ainsi que le travail relationnel réalisé avec les clients lui permet en partie de rester dans la continuité de son parcours scolaire initial. Finalement, le rapport à la relation client apparaît donc étroitement lié aux trajectoires sociales et professionnelles des salariés, ainsi qu'aux dispositions qu'ils ont acquises avant leur entrée dans l'emploi. Cette dernière manière de faire face montre ainsi que la relation de service ne produit pas uniquement de la contrainte ou du conflit. Pour certains salariés, elle constitue aussi une manière de valoriser certaines compétences relationnelles et de donner du sens à une activité marquée par la répétitivité logistique. Finalement, par rapport à la littérature existante, mon enquête montre que le Drive se distingue d'autres emplois de service par le cumul de 2 exigences particulièrement difficiles à tenir, les contraintes du travail logistique et celles de la relation de service. Ainsi, j'ai voulu mettre en évidence 2 choses dans cette communication. D'abord, les salariés construisent des catégories indigènes qui leur permettent d'anticiper les interactions, de rendre certaines situations plus prévisibles et de se protéger individuellement ou collectivement des tensions liées à la relation de service.
Et ensuite, j'ai voulu montrer que les salariés s'adaptent et résistent, mais de manière différenciée aux contraintes, et que ce travail apparaît comme une expérience ambivalente. Il peut être source de fatigue, de tension, de forme de domination, mais il constitue aussi pour certains salariés une mise à distance de la monotonie du travail logistique, et parfois même une satisfaction professionnelle. Les salariés en livraison occupent donc une position particulière dans l'organisation du travail puisqu'ils se situent au bout de la chaîne logistique. À ce titre, ils doivent souvent gérer les conséquences visibles des dysfonctionnements produits en amont, erreurs de préparation, produits manquants, retard. Et donc une partie du travail relationnel consiste alors à absorber ces tensions produites par l'organisation elle-même et à préserver la satisfaction du client malgré ces dysfonctionnements. Cette situation elle est renforcée par des logiques managériales centrées sur la figure du client roi, où les réclamations des clients tendent à être considérées comme prioritaires, voire systématiquement légitimes. Et dans la continuité de cette communication, on pourrait alors interroger ce travail de justification auprès du client pour des erreurs qui ne sont pas de leur fait et qui parfois deviennent la source de mécontentement de certains clients, ce qui crée encore d'autres tensions, notamment au sein du collectif. Merci de votre attention. À présent, nous allons pouvoir passer aux questions qui lui ont été posées. Par rapport à la méthodologie, es-tu observatrice participante et donc employée? Auquel cas, quelle est ta relation avec ta direction et tes managers? Et est-ce que les salariés que tu dis en bout de chaîne peuvent se retrouver à faire des tâches différentes? Alors du coup, je vais peut-être commencer par ma méthodo, on va faire un peu dans un ordre. Alors effectivement, je fais des observations participantes, je suis salariée au Drive, dans ce Drive, depuis 4 ans. Et j'ai commencé mon enquête du coup l'année dernière. Je ne suis pas totalement à découvert, donc mes responsables et managers ne sont pas au courant en fait. Je fais une enquête, il y a certains salariés, notamment mes enquêtés qui sont au courant, d'autres aussi avec qui j'ai pas forcément en fait souhaité faire d'entretien pour différentes raisons. Enfin, je suis très proche d'eux par exemple et ça peut être très compliqué de faire un entretien avec quelqu'un dont on est proche en dehors. Donc voilà, je fais des observations participantes, comme j'ai montré, je prends des notes. Donc ça m'a vraiment permis de voir mon job étudiant en fait complètement autrement. Mais du coup, je ne peux pas me contenter juste de ces observations. C'est pour ça que j'ai fait des entretiens, c'est que je l'ai montré, les salariés n'ont pas la même vision des choses et même dans les observations, en fait, j'avais tendance à avoir ma vision des choses pour certaines choses. Par rapport aux salariés, du coup, que je dis en bout de chaîne, donc en livraison, les tâches, la livraison et la préparation, tous les salariés les font. Enfin, sont censés les faire. Il y a quand même une distinction, une division en fait du travail où, la livraison, elle est considérée en fait comme le sale boulot. Voilà. Et parce que, comme je l'ai expliqué, vous avez dû le comprendre à travers les différentes choses que j'ai présentées, c'est une position compliquée parce qu'il faut assurer la relation avec le client, et justifier les problèmes qui sont produits en amont, donc lors des préparations. Et oui, c'est un travail qui est compliqué. Donc en fait, les salariés qui sont souvent affectés à cette tâche, ça va être les nouveaux entrants et beaucoup d'étudiants aussi, comme ils sont là en général 12 heures par semaine ou un peu plus parfois. Et donc après, en préparation, c'est plutôt les salariés à temps plein ou les salariés qui ont plus d'ancienneté, qui connaissent bien le magasin. Parce que oui, mon drive, c'est pour ça aussi, c'est un drive en picking, accolé à un magasin. Donc c'est un système où les salariés font les courses en magasin. Donc il y a aussi, là je ne l'ai pas trop abordé, mais j'ai plus parlé quand même de la livraison. Mais il y a aussi l'aspect gérer les interactions avec les clients dans le magasin, pendant la préparation. Donc, il y a cet aspect-là aussi du côté de la préparation, mais c'est relativement, c'est moins contraignant parce que c'est pas c'est pas l'objectif principal de la tâche de la préparation. Voilà, et puis c'est rare d'être, c'est rare. Oui, si c'est relativement rare d'être interrompu quand même en magasin. Est-ce que tu t'es intéressé à la question des syndicats?
C'est une question qui m'intéresse énormément. Là, j'ai pas eu le temps encore de traiter ça parce que j'ai choisi de me concentrer sur la relation de service, du coup la relation au client, qui est déjà un gros élément dans l'enquête, au drive, tout ça. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, peut-être, un jour. Mais plus largement aussi à la grande distribution, parce que je pense qu'il y a même sur les conditions de travail, en fait, je pense qu'il y a des choses qui pourraient changer en fonction du type de drive, de la zone géographique aussi. Ça se trouve, si c'est dans une grosse ville, si c'est en zone rurale, il y a plein de choses comme ça qui se jouent. La taille, en fait, de l'établissement aussi. Peut-être l'enseigne aussi, parce que moi, c'est une certaine enseigne, mais je sais qu'en fonction de l'enseigne, c'est pas les mêmes enjeux. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, l'organisation du travail, tout ça. Donc voilà, mais oui, l'aspect syndical, ça m'intéresserait beaucoup, sachant que dans la grande distribution, l'implantation du syndicalisme, c'est très faible en fait. L'implantation syndicale est très faible. Moi, ce que je peux dire sur mon terrain, c'est que au Drive, on a un délégué syndical, mais il est très peu présent. Enfin, il est très peu présent. Je veux dire, il ne va pas vers les salariés tous les 4 matins pour leur demander comment ça va ou faire remonter des choses, en fait. Mais ouais, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Ce que vous nous avez présenté, c'est essentiellement des résistances qui apparaissent comme assez individuelles. Est-ce qu'il y a aussi des formes d'apprentissage dans le collectif, des anciens vers les nouveaux, pour expliquer comment mieux faire face à ce client du vendredi soir, à ce client pressé, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de collectif qui ne serait pas exactement du syndicat, mais qui serait une ébauche de soutien collectif sur comment faire dans cette situation qui est difficile ? En fait, moi, de ce que j'ai pu observer et par rapport à mes entretiens, j'ai l'impression que cet apprentissage-là de petites stratégies, elle est surtout présente par rapport au travail de préparation, par rapport au travail où ça, du coup, je l'ai fait l'année dernière dans mon mémoire. Ça va être prendre 2 produits à la fois comme ça pour aller plus vite. Ça va être aller se planquer à un certain endroit dans l'entrepôt pour pas que les managers voient. C'est des petites stratégies comme ça qui permettent de tenir en fait. Et ce genre de stratégies, ouais, elles sont davantage transmises, on va dire, aux nouveaux. Et les nouveaux observent aussi très bien le travail des anciens. D'ailleurs, le plus souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est les nouveaux qui voient comment font les anciens et qui reproduisent, en fait. Mais par contre, dans la relation avec le client, je trouve que c'est moins présent vu que c'est un travail très individuel, en fait, de livrer le client, d'interagir avec lui. Et en général, c'est difficile d'observer les interactions des autres collègues avec les clients et voir comment ils se débrouillent. Après, dans la transmission, il y a certaines petits trucs, petites stratégies du genre, ce client-là, de toute façon, lui dit rien, répond juste OK, 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 oui monsieur, oui madame, au revoir. Enfin, il y a des voilà, mais après, sinon, je vois pas d'autres choses comme ça qui pourraient être transmises, en tout cas pour ce travail relationnel-là, entre les anciens et les nouveaux, quoi. Est-ce que le fait de donner des bons ou des réductions à des clients lorsqu'il y a eu une erreur, c'est quelque chose d'encouragé par les responsables ou au contraire c'est quelque chose qui se fait de manière cachée, qu'on pourrait interpréter comme une forme de résistance face à ces conditions de travail ? C'est pas vraiment une forme de résistance un peu cachée parce que c'est les responsables, les managers qui ont la main sur le fait de donner des réductions comme ça aux clients. Avant, c'était pas le cas. Avant, les salariés pouvaient aller sur l'ordinateur, une manip, taper le numéro de commande et faire un bon en fait. Enfin, oui, c'est un bon de. Ouais. Je sais plus comment. Bref. Et c'est un autre nom, mais j'arrive pas à retrouver. Ils pouvaient le faire, mais c'est plus le cas. Et alors, peut-être que du coup, avant, mais c'était avant que je commence mon enquête, je sais pas trop du coup. Peut-être que c'était, oui, une façon de. Bon, ça s'est mal passé, mais c'est bon, je vais aller faire mon petit bon ou mon petit bon de réduction après. Mais maintenant, c'est plus le cas parce que, ouais, comme je viens de dire,
c'est vraiment l'encadrement qui gère ça. Quand on voit de loin des drives, il y a des voitures qui sont alignées avec des gens qui ouvrent leur coffre et qui attendent à côté de leur voiture et on leur apporte leur chariot sans qu'ils ne rentrent dans le magasin. Donc finalement, l'impression que ça donne comme ça, c'est que l'interaction elle est relativement brève et limitée. Est-ce que tu pourrais revenir sur le détail de la relation, s'il te plaît? Oui, effectivement, en fait, la plupart du temps, c'est vraiment des interactions. Alors, Sophie Bernard, elle utilise l'expression que j'aime bien, c'est BAM, c'est sourire, non, c'est ça, sourire, bonjour, au revoir, merci. Et c'est vraiment ça, sur le nombre d'interactions comme ça avec les clients que j'ai pu prendre en note depuis que j'ai commencé l'enquête, je pense que là, je pourrais pas vous dire exactement, mais il faudrait que je le sache. Ça doit être 70% des interactions qui se résument à dire bonjour, tenez votre commande, tout est là, au revoir, merci. Des fois, il y a des petites singularités. Vous avez un remplacement, voici le remplacement, mais en fait, ça reste relativement court, bref, et sans. Comme vous dites, qu'il n'y a pas de conseils. Le seul moment où je pense que cette idée-là de conseil aux clients, etc., apparaît, c'est dans le magasin, en fait. Parce que quand les clients, ils interrompent comme ça, ils vont voir les salariés, donc les préparateurs dans le magasin, c'est pour leur poser des questions, leur demander où se trouve tel produit, si ils ont ça. Des fois, c'est aussi pour poser des questions sur le drive. Il y a... mais ouais, non, franchement, sinon les interactions sont relativement simples, quoi. Nous souhaitons remercier Léna Batti d'avoir accepté l'enregistrement de sa présentation. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.